On ne va pas parler des 25 orchestres, d'abord parce qu'on a très peu de sources sur beaucoup d'entre eux. Dans ma petite plaquette que je dédicacerai tout à l'heure, qui est la seule étude qui existe sur ce sujet-là, parce qu'il y a plusieurs livres sur le fameux orchestre de Jim Europe. Il y a au moins 5 ou 6 livres, dont un excellent qui vient de paraître en France, qui est très 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 bien. Mais il n'y a absolument aucune étude sur les 24 autres orchestres. Et c'est la seule étude là. Alors, on se concentrera sur 4 orchestres principaux, celui de Jim Europe qui est arrivé le 1er janvier. Les autres sont arrivés plus tard. Pourquoi ? Parce que l'armée américaine n'existait pratiquement pas depuis la guerre de 1898, la guerre contre les Espagnols qui a permis aux États-Unis d'annexer Cuba et en même temps Porto Rico. Je reviendrai sur Porto Rico parce que c'est une affaire très importante musicalement. Et tous ces autres orchestres sont arrivés plus tard. Pratiquement tous les orchestres sont restés 1 an en France. C'est-à-dire que l'orchestre dont je parlais, Jim Europe, qui s'appelle le 15e régiment de la garde nationale de New York, cet orchestre est reparti de Brest 1 an après exactement, pour arriver en février 1919 à New York et défiler pour le défilé de la Victoire. Les autres orchestres sont arrivés en avril, mai, juin, juillet, jusqu'à septembre, et sont restés jusqu'en 1919 pendant une année, et ont joué dans des tas de lieux en France, dans des villages très très petits, comme dans des villes importantes. J'ai même vu qu'ils avaient joué à Monaco, etc. Bon, il y a peu de traces, mais il y a des gens qui étudient ça localement, notamment à Aix-les-Bains, où il y a eu une grosse concentration d'orchestres. Donc, parlons des troupes noires. 2 divisions, c'est un grand mot, regroupaient la 93e division regroupait 4 régiments avec 4 orchestres, et la 92e division regroupait 7 régiments avec autant d'orchestres. Ça, ce sont des troupes combattantes, des Noirs qui combattaient. En tout, 40, 42 000 hommes, quelque chose comme ça. Les chiffres ne sont pas très clairs. Et puis, il y avait 11 régiments de ce qu'on appelle en anglais les pioneers. En français, moi, je traduirais par les régiments du génie. C'est-à-dire, ils faisaient les routes, les chemins de fer, ils servaient de débardeurs dans le port de Saint-Nazaire, La Rochelle, Brest, Marseille, Dunkerque, etc. Mais ces pionniers ne combattaient pas. On en reparlera à la fin de la conférence, parce qu'ils ont eu un rôle très important en 1919 après l'armistice. Donc ça, c'est la question des militaires. On a vu. Le mot jazz est arrivé avec un orchestre de la Nouvelle-Orléans, des Blancs de la Nouvelle-Orléans, qui étaient 5, qui étaient commandés par un tromboniste qui s'appelait Tom Brown. Ils sont arrivés à Chicago en 1915. Et c'est la première fois qu'on entend parler d'un orchestre qui s'appelle Jazz Band, mais J-A-S-S. L'année d'après, un orchestre très important pour l'histoire de la musique américaine arrive à Chicago et vient à New York. Il s'appelle l'Original Dixieland Jazz Band. Et cet orchestre est le premier à enregistrer, en février 1917, le premier disque que nous considérons comme le disque de jazz, qui est sur le diapo numéro 4. Et j'ai la musique que je peux vous faire écouter tout à l'heure, parce qu'on a les mêmes morceaux qui sont enregistrés par l'orchestre de Jim Europe, qui est le seul orchestre militaire qui est enregistré à son retour aux États-Unis. Et puis on a le même morceau enregistré par un orchestre militaire blanc qui a enregistré à Paris début octobre 1918, et on a le même morceau enregistré par ces musiciens blancs de la Nouvelle-Orléans, et on s'aperçoit avec stupeur que ce sont les musiciens blancs de la Nouvelle-Orléans, qui sont 5 seulement, qui sont vraiment plus proches du jazz que les musiciens noirs du nord des États-Unis. Donc les premiers enregistrements de vraie musique jazz, qu'on peut appeler jazz,
et par des musiciens de la Nouvelle-Orléans. C'est pas avant 1922, puis alors après, ça va à une vitesse formidable, 23, 24, 25, et en 25, vous avez l'explosion universelle de l'arrivée de Louis Armstrong sur le comment. Oui, c'est une révolution, au même titre que la peinture cubiste. C'est la même importance. Et c'est à partir de 25 qu'on parle vraiment de jazz. D'ailleurs, pour ce qui concerne Paris, la première fois où les intellectuels français, les écrivains et tout ça, s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est en septembre 1925, lorsque tout le monde parle de Josephine Baker, mais Josephine Baker, elle n'est pas arrivée toute seule. Elle est arrivée avec un orchestre dans lequel il n'y avait que des musiciens de jazz. Et il y avait un petit jeune qui s'appelait Sidney Bechet. Et lui, non seulement c'était un génie, mais il jouait vraiment du jazz, pas de la musique sautillante comme jouaient les orchestres militaires noirs américains des années 1917. Parce qu'en 10 ans, la musique a progressé à la vitesse de la lumière. Bon, ça c'était le titre. De petites remarques préliminaires en attendant que le diapo arrive. Donc, le plus connu dont vous allez entendre parler toute l'année, c'est donc ce 15e régiment de la garde de New York, commandé par le colonel Hayward. Ah oui, si vous avez des questions, notez-les. Il n'y aura pas d'interro écrite, mais vous pourrez me poser des questions à la fin parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas une conférence, c'est une conférence débat. Les gens me posent des questions. Il y a 15 jours, il y a une personne qui m'a dit « Ah, je ne savais pas que les Américains étaient venus en 1917 en France. » C'était super parce que ça a ouvert un grand débat. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur tout ça. Alors, le colonel Hayward, il est très jaloux il n'y a que trois régiments de la garde nationale aux États-Unis à cette époque-là. Et celui de Chicago est renommé parce qu'il a un chef formidable qui s'appelle George Elmon Dolph et qui a un orchestre formidable avec des grands musiciens de Chicago. Et il dit à Jim Europe, qui est un musicien formidable, il lui dit « Je veux le même orchestre ». Et Jim Europe, qui n'aime pas la musique de fanfare et qui est un homme de musique symphonique, lui dit c'est très difficile, il faut beaucoup d'argent, il faut $10 000. Alors le colonel Hayward, qui a le bras long, téléphone à un banquier et lui dit il me faut $10 000. L'autre lui envoie le chèque. Il appelle Jim Europe, il lui dit tiens, voilà $10 000. Débrouille-toi, je veux le plus bel orchestre militaire des États-Unis. Jim Europe, qui s'est enrôlé dès 1917, ça ouvre une autre porte sur pourquoi les Noirs s'enrôlent dans la guerre des Blancs, lui fait un super orchestre. Ils sont une vingtaine au début, 40, et puis quand ils prennent le bateau en décembre 1917, ils sont une cinquantaine. Alors, il cherche des bons clarinettistes, il n'y en a pas à New York. Il n'y en a pas. Que fait-il? Il va à Porto Rico, à San Juan. Il arrive là-bas le 5 mai 1917 et il embauche 17 jeunes. J'ai retrouvé leurs noms, j'ai retrouvé aussi leurs âges. Ils ont entre 19 et 25 ans. Et il leur dit, venez, vous serez payés, on ira en France, etc. Les gars, là-bas, jouent probablement dans un orchestre municipal et ils ont probablement le sens de l'aventure. Ils disent OK, on y va. Et, alors ça c'était le 5 mai, il arrive le 5 mai. Le 11 mai, il revient à New York avec les 17 portoricains. Et les 17 portoricains s'engagent dans le régiment de numéro 15 de la garde de New York. Ils commencent les répétitions, ils mettent au point leur répertoire, etc. Pourquoi j'ai dit que les portoricains c'était important? C'est ça. Or, je me suis aperçu en regardant la liste des passagers, car je suis le seul au monde, y compris par rapport aux États-Unis, à avoir trouvé les noms des 53 musiciens. Je les ai tous. En fait, il y avait un trombone, il y avait un hélicon, alors, le tambour-major était tambour-major et jouait du basson.
dans l'orchestre, un mec de 20 ans qui s'appelait Fuentes. Voilà. Alors, donc, ça veut dire que cet orchestre était composé au tiers de portoricains. Ça, vous n'en entendrez pas parler dans les télévisions, ou peut-être dans le film qui passera sur France O en décembre, où ils m'ont interviewé au mois de septembre, mais je ne connais pas la date. Vous guettez France O, milieu décembre, ça doit passer là, mais ça va être une étude importante parce qu'ils sont allés jusqu'aux États-Unis pour interviewer des gens. Donc, si vous voulez savoir qui est Jimmy Europe, c'est intéressant parce que il est né à Mobile, en Alabama, en 1880, et tous les chefs d'orchestre des autres orchestres sont nés un petit peu avant 1880 ou un petit peu après. Ils ont tous à peu près le même âge. Quand ils arrivent en France, ils ont 35-40 ans. Et tous sont issus de familles, disons, de la petite bourgeoisie noire du Sud qui monte progressivement vers Washington, puis plus tard, quand ils sont adultes, vers New York. Donc ce sont des gens extrêmement cultivés. Beaucoup sont des compositeurs. Ils ont commencé à composer dès 1900-1901. Certains sont venus à Paris, comme Tim Brim, qui est le chef d'orchestre du 350e régiment. Il est venu à Londres en 1903. Donc, vous voyez, cette musique n'est pas arrivée le 1er janvier 1919 à Brest. Il y a eu, y compris à l'intérieur du 19e siècle, surtout la deuxième moitié du 19e siècle, des formations archéo-jazz cette fois, non pas pré-jazz ou proto-jazz, mais archéo-jazz. Le premier trompettiste de la Nouvelle-Orléans que j'ai retrouvé, qui est venu à Paris avec les Black Hussars, c'est 1907. Donc il y avait déjà des prémices de tout ça. Et puis, j'ouvre une parenthèse, c'est qu'on vous dit que c'est l'orchestre de Jimmy Europe qui a amené cette nouvelle musique le 1er janvier à Brest. Or, des amis de Jimmy Europe, de la même organisation new-yorkaise qui s'appelait Clay Club, étaient venus à Londres et à Paris pendant les premières années de la guerre et ils n'ont pas été mobilisés. Et ce sont eux qui vont rester en France, notamment un musicien qui s'appelle Louis Mitchell, qui a enregistré pour Pathé une tonne de disques. Et ce sont eux qui vont jouer tous les jours à Paris à partir de 1919, alors que les musiciens militaires vont retourner aux États-Unis. Et ces musiciens noirs américains vont rappeler un certain nombre de musiciens de ces orchestres militaires en leur disant « Revenez en France, vous serez mieux ». Et ce sont ces gens-là, ces musiciens-là, qui, entre 1920 et 1939, vont jouer tous les jours à Montmartre, à Montparnasse, dans les casinos, sur la côte atlantique, évidemment sur la Méditerranée. Et ce sont ces gens-là qui vont petit à petit, en l'espace de 4-5 ans, développer une musique qu'on appelle, nous, le ragtime instrumental, vers du jazz. Si on peut écouter tout à l'heure la musique de Louis Mitchell en 1921, qui s'appelle Montmartre Rag, par exemple, vous allez voir, ça sautille, mais ça ne swing pas. Il y a rien de, c'est pas la peine de se réveiller la nuit pour écouter ça. Je veux dire, c'est gentil, quoi. C'est gentil. Mais ça devient méchant, ça devient intéressant à partir de 1925. Donc, Jimmy Europe arrive en France. Ah oui, alors, je ne vous ai pas dit pourquoi les Américains sont entrés en guerre. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait plus assez d'hommes pour tenir le front de l'Est avec les troupes anglaises qui descendaient de Dunkerque vers le sud et les troupes françaises qui tenaient. La guerre s'était embourbée depuis Verdun. Vous connaissez tout ça, on a appris ça à l'école. Hein. Et puis, alors, il y a une grande offensive allemande au printemps. Et là, il y a des pertes énormes. Et le général Robert Nivelle, que je n'aime pas beaucoup, envoie au casse-pipe, je crois que c'est le 16 avril 1918, il envoie au casse-pipe toutes ses troupes en disant là, on y va, là, on va les enfoncer.
Ça s'appelle Le chemin des dames. Vous avez vu une émission de télé là-dessus il n'y a pas longtemps, qui était très bien faite. Et le nombre de morts, c'est entre 200 et 270. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est un échec terrifiant. Terrifiant. 30 000 morts par jour. Truc de fou. Alors, l'entrée en guerre suscite... premièrement, le débat entre les Noirs. Alors, l'élite noire américaine, les gens groupés autour de M. Dubois, disent « faut y aller, faut y aller, on va défendre non seulement la démocratie, mais on va, alors en anglais ils appellent « dignify our race ». On va dignifier, on va rendre la dignité à notre race. Et c'est là que Jim Europe, Noble Sissle, tous ces gens extrêmement cultivés vont dire on y va. Et ils s'enrôlent tous bien, juste après la déclaration de guerre des États-Unis en avril 1917, ils s'enrôlent tous. Il y en a même qui se sont enrôlés dès 1916. Alors ça, c'est une petite incise. Ça va donner lieu... Alors ça, c'est... Attends, bouge pas trop là. Ça, c'est juste un petit clin d'œil qu'on va revoir plus tard. Cette guerre va donner lieu à une formidable éclosion graphique dans les affiches de recrutement, de propagande, ou, comme celle-ci, les affiches de musique. Parce que ça va donner lieu à des tas de compositions qui vont être achetées par les gens pour être jouées. Vas-y, Hugues. Ça, c'est le fameux orchestre de la Nouvelle-Orléans. On continue. Ça, c'est l'ODJB avec le premier disque de jazz 1917. On continue. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la 92e division, la 93e, les pionniers avec leurs orchestres, 42 000 hommes, 1000 musiciens. On continue, c'est déjà dit. On continue. Ça, ce sont les amis de Jim Europe. Le Clay Club comptait 120 musiciens. On continue. On continue. Voilà. Alors, regardez, ça n'a rien d'un orchestre de jazz. Hein. Vous avez un violoncelle, vous avez un espèce de banjo maximum, des banjos, des mandolines, un piano, un violon. Donc, on est là, on est en 1911, on est encore très, très loin du jazz. On continue. Voilà le fameux Clay Club Symphony Orchestra de 1911. Il y a 120 bonhommes. Il n'y a aucune trompette, aucun trombone, aucune batterie. C'est tous jouent la musique que j'ai décrite tout à l'heure. C'est impressionnant. Et alors, parmi ces musiciens, certains n'avaient aucune connaissance musicale et ils se sont formés avec cet orchestre. Voilà les détails. Vous voyez, banjo, des guitares à double manche. Enfin, c'est ahurissant ce qui se passe. Les mandolines à droite, qui ont été amenées, ça c'était une petite incise, par un musicien italien, Carlo Curti, en 1880 aux États-Unis. Alors, voilà ce qui se passe dans l'orchestre. Il donne un concert et vous avez 50 mandolines, 20 violons, 30 guitares, 10 violoncelles, un saxophone, 10 banjos, 2 orgues, 5 flûtes, etc., etc. Très loin du jazz. On continue. Voilà encore un orchestre de 1911. Et alors, à droite, c'est important, cet homme-là, l'avant-dernier, celui-là, c'est Noble Sissle, qui va être le bras droit de Jim Europe dans l'orchestre du 15e de New York et qui va revenir en France très très vite, et notamment en 1928, avec toujours Sidney Bechet. On continue. Ça, c'est très important. C'est la première fois où un concert est donné au Carnegie Hall de New York par un orchestre totalement composé de noirs, avec un public mixte. On continue. Ça, c'est encore Jim Europe est là-haut. On continue. Jim Europe commence à enregistrer dès 1913. On continue. Alors, j'ai toutes ces musiques. Et puis, il est entendu par un couple que vous connaissez probablement, surtout si vous aimez la danse, qui s'appelle Irene et Vernon Castle. Ce sont eux qui inventent, entre guillemets, ou popularisent une danse que
vos parents ont certainement dansé, qui s'appelle le foxtrot, qui est encore dansé aujourd'hui. Et ces deux personnes n'ont pas du tout de préjudice et disent on va faire des tournées dans toutes les États-Unis, mais on ne sera accompagné que par une petite formation dirigée par Jim Europe. Jim Europe, en 1914, gagne $10 000 dans l'année. C'est-à-dire qu'on est loin du cliché où on généralise sur la situation des Noirs à l'époque, qui est très, très, très différente si vous venez de l'Alabama ou de la Nouvelle-Orléans, ou si vous êtes Jim Europe ou Tim Bream ou Will Vaudry. On continue. Alors, ça, c'est important, parce qu'à l'extrême droite, là-bas, il y a le fameux Louis Mitchell dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'a pas été mobilisé, car il était en Europe, et qui était, dès 1916, bien avant l'arrivée des orchestres militaires, il était à Londres et à Paris, et il restera à Paris jusqu'en 1940. C'est la deuxième arrivée des Allemands qui les fait repartir. On continue. Alors, 1917, c'est un débat qui vient dans certaines conférences. C'est une année avec des très, très grandes émeutes, ce qui va effrayer le commandement noir américain, qui est pris dans une contradiction terrible. Il nous faut des troupes, on va embaucher des Noirs, mais les Noirs, en 1917, émeutes raciales, etc., un contexte explosif. On continue. Ça, je l'ai mis parce que c'est un petit clin d'œil que chaque régiment américain, à la demande du général John Pershing, avait aussi un orchestre, car le général John Pershing avait compris que l'orchestre avait une importance fondamentale dans chaque régiment. On continue. Voilà le colonel Hayward dont je vous ai parlé tout à l'heure. On continue. Je vous ai parlé de la floraison graphique. Celle-là, elle est formidable parce qu'elle anticipe King Kong et graphiquement, c'est du génie. Alors, les premiers pionniers sont arrivés bien avant les orchestres, dès mai, juin, surtout septembre à Saint-Nazaire, pour faire ce qu'on voit là, c'est-à-dire décharger. On continue. Alors, à Brest, il y a un truc que j'ai découvert il y a 2 ans, que j'ignorais totalement, dans un quartier qui s'appelle Lambezelec, ou quelque chose comme ça. Les Américains ont construit un camp qui s'appelait Pont-à-Nézen, où il y a eu jusqu'à 90 000 soldats américains qui sont passés, c'est-à-dire beaucoup plus que la population de la ville. Même chose à Saint-Nazaire, dans le camp américain, il y avait 40 ou 45 000 soldats, alors que la ville comptait moins d'habitants. On continue. Alors dans ces camps-là, il y avait... C'est incroyable. Il y avait une scierie, il y avait un cinéma, des salles de lecture. Enfin, ils avaient tout amené, les Américains. On continue. Alors, ça, c'est sur le répertoire. Hein. L'orchestre de Jim Europe arrive à Brest. Le soir même, ils sont transférés à Nantes en train. Et le 12 février, voici ce qu'ils jouent. Régiment de Sambre-et-Meuse, Stars and Stripes, c'est l'hymne américain. Un chant indien, Négromance, c'est une composition de Jim Europe. Des chansons du Sud, des plantations échos, des chansons de Noble Sissle, les échos de Broadway qui sont d'un compositeur blanc qui s'appelle Jérôme Kern, qui est toujours joué aujourd'hui, etc. Des marches militaires. Von Suppe, c'est un compositeur de ce qu'on appelle, nous, musique lourde, heavy music, qui a beaucoup composé pour ça. Negro Oddities, Old Kentucky Home, Santa Lucia de Verdi. Vous voyez, la Marseillaise et Star Spangled Banner, qui est aussi un hymne américain. On continue. Vous voyez, c'est très, très, très varié. Cet orchestre est repéré à Saint-Nazaire par 2 émissaires du général Pershing qui se disent « ils sont très bons, on va les emmener à Aix-les-Bains ». Alors voilà le parcours qu'ils font. Saint-Nazaire, on les emmène à Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains, ils sont dans ce qu'on appelle une Negro Leave Area, c'est-à-dire c'est un camp de repos pour les militaires, car on les faisait tourner au front. Il restait 15 jours,
on les faisait retourner à l'arrière, ils remontaient au front, etc. Et à Aix-les-Bains, c'est un centre de repos. Et là, l'orchestre joue pendant 1 mois. On continue. Voilà, il joue pour les blessés. On continue. Ce sont des images très rares, ça. Voilà, ça c'est unique. Je l'ai trouvé il y a 6 mois. On voit bien tous les musiciens dans un hôpital, probablement à Chambéry. On continue. Alors voici Jimmy Europe, le fameux, avec son ami Noble Sissle. On continue. Alors, comme ils ne sont pas toujours dans les tranchées, parce que les musiciens ne sont pas dans les tranchées, c'est le régiment qui est dans les tranchées. Mais Jimmy Europe, petite incise, il est le premier noir américain à être nommé chef d'une section de mitrailleuses. Je n'ai jamais vu, c'est la première fois. Et il est sorti de son orchestre en février, remplacé par un aide qui s'appelle Gene Michael, et il ne retrouvera son orchestre qu'en juin, après avoir été gazé lors d'une attaque allemande. Et pendant ces moments de répit, il compose pas mal de choses. On continue. Alors ça, c'est paru dans un journal français, Le Miroir, en juillet 1918, qui montre que le 371e régiment avait un bel orchestre et s'exerçait à manier les armes. Alors, vous me demandez pourquoi? Bonne question. Eh bien, parce que quand Pershing est arrivé à Boulogne en juin 1917, il est allé à Paris et il a aussi rencontré le remplaçant de Robert Nivelle, le général Pétain. Pétain l'a imploré de lui donner des troupes. Et les Américains étaient très, très, très réticents à donner des troupes, et notamment des troupes noires. Et Pétain a dit, j'ai pas le choix. Si j'arrive pas à boucher les trous sur le front, on ne tiendra pas. Donc le commandement américain, finalement, se résout à donner plusieurs régiments à l'armée française, et notamment le 369e, le 370e, le 371e, etc., qui vont passer sous la coupe du général Gouraud, 4e armée française. Et on va leur changer de nom. On va les appeler 369e régiment français. Et ils vont garder ce nom jusqu'à aujourd'hui. À New York, il y a une association qui s'appelle Souvenir du 369e. Ils n'ont pas gardé le nom américain du 15e régiment, ils ont gardé le nom français. On continue. Le défilé du 14 juillet 1918 à Paris, les soldats américains défilent, mais il n'y a pas de troupes noires dans ce défilé, parce que les troupes noires, elles sont au front, et le commandement américain n'en veut pas dans les défilés. Alors que les troupes sénégalaises, elles, défilent. On continue. Ça, c'est une belle photo d'un soldat américain avec un casque français et un fusil français, Lebel, à côté d'un poilu français qui ressemble étonnamment à Charles de Gaulle. On continue. Ça, c'est l'orchestre du 367e qui joue pour Pershing et Gouraud. On continue. Ah, ça, c'est important parce que ça a été filmé par le service de propagande de l'armée française. Il existe un film qui est gardé au fort d'Ivry, dont vous allez voir des extraits dans toutes les émissions télé. Et ce concert a été documenté par une série de 13 photos qui est conservée à Ivry, où on voit tout l'orchestre jouer avec Gene Michael, Noble Sissle qui chante, à droite les gradés américains et le général Gouraud. On continue. Ça, c'est le 4 juillet à Châlons. Ça, c'est vu de l'autre côté. On voit le chef d'orchestre de face. Et on voit qu'il fait beau parce que les trompettistes ont devant leur képi un bout de papier pour empêcher le soleil de passer. On continue. Ça, c'est quand ils jouent dans les villages. Ça donne une idée. Next. Alors ça, c'est important parce que dans la formation de Jimmy Europe, il y a 2 jeunes batteurs qui ont une vingtaine d'années, qui sont issus de l'orphelinat de Jenkins à Charleston. Et
L'un de ceux-là, alors je n'ai pas très bien identifié, je crois que c'est celui de droite, Herbert. Ce ne sont pas des frères, mais ils sont du même... il est important, celui de droite, parce que de retour en 1919, il va assassiner Jim Europe. On en reparlera tout à l'heure. On continue. Bon, ça, c'est les compositions, on passe. Ça, Jim Europe, après avoir été gazé, est remis dans l'orchestre et pour la première fois, l'orchestre joue à Paris. Il joue pour deux grandes occasions. Au Théâtre des Champs-Élysées, pour une conférence de paix, et puis dans le Jardin des Tuileries. Alors, au Théâtre des Champs-Élysées, ils sont les seuls, avec tout le banc et l'arrière-banc des commandants alliés, du président de la République française, etc., etc. Et tout le monde tombe à la renverse. Quand ils entendent le concert, les gens sont sur les... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et puis, l'autre affaire, c'est aux Tuileries. Alors là, aux Tuileries, ils sont confrontés à la garde républicaine, qui est considérée à l'époque comme le meilleur orchestre militaire au monde, l'orchestre royal britannique, les Italiens, peut-être encore un autre. Et alors là, le chef de la garde républicaine va voir Jim Europe et lui dit « Mais comment vous faites pour jouer ça ? Alors, montrez-moi vos partitions, montrez-moi vos instruments. » Et il s'aperçoit que les instruments sont les mêmes et que les partitions sont les mêmes, mais que ce qu'il y a sur la partition ne correspond pas à ce qu'il a entendu. On est au début de ce qui va devenir le jazz. On continue. Alors, ils reviennent au front et en septembre, c'est la grande offensive alliée pour repousser les Allemands. Et là, le régiment connaît des heures de gloire, puisqu'il combat tout seul à Séchault. Ça, c'est à Séchault. Il m'a été donné par le maire de Séchault. Et vous voyez les pertes, c'est extraordinaire. Hein. D'ailleurs, si on veut parler des pertes, chaque régiment a à peu près perdu environ un tiers de l'effectif. Ils sont arrivés 2000 en janvier 1918. Ils repartent à 1200 un an après. Et c'est à peu près partout, blanc ou noir, c'est à peu près le même quantum. Continue. Arrive l'armistice. Je vous la fais courte maintenant parce qu'on a du retard. Donc ça, c'est l'hebdomadaire de l'élite noire américaine qui avait engagé les gens à aller dans l'armée américaine. On continue. Ce fameux orchestre a une grande renommée parce que c'est celui qui est resté le plus longtemps au front, 191 jours, et c'est celui qui a eu le plus de décorations, et ils ont eu des croix de guerre françaises avec palmes, et ils ont eu quelques Distinguished Cross par le commandement américain, mais avec parcimonie. Et Jim Europe a été le premier décoré de la croix de guerre française. On continue. Voici le fameux régiment du 369e à Munchausen. Munchausen, c'est au bord du Rhin. Ils arrivent au bord du Rhin et ils sont le premier régiment de toutes les forces alliées, blanches ou noires. C'est le premier régiment qui arrive à la frontière allemande. Dans cet orchestre, un seul deviendra musicien de jazz, c'est Herb Fleming, c'est un trombone. Et puis, il y a un homme fameux, je ne sais pas si vous le connaissez, il y aura certainement des émissions sur lui, vous pouvez aller sur Internet le voir, c'est Horace Pippin, c'est l'équivalent du douanier Rousseau en moins fort, mais très original, des couleurs magnifiques. Regardez ça sur Internet, vous allez vous régaler. Horace Pippin. Alors, il a été blessé dans un combat et il ne pouvait plus se servir de son bras droit. Donc, il peignait comme ça, en se servant de sa main gauche. C'est malhabile, mais c'est d'une fraîcheur formidable. On continue. Ça, c'est le retour à Brest, le 31 janvier. Devant, vous avez les fameux portoricains dont je vous parlais. Hein. Alors, ils avaient, si on peut parler de l'instrumentation, ils avaient tous les saxophones, toutes les clarinettes, les trompettes. Là-haut, je ne sais pas si ce sont des corps français ou des mélophones, je ne sais pas trop. Des tubas, des hélicons, bon, en tout 53 bonhommes. On continue. Ça, c'est pour montrer que les Blancs
sont organisés de la même façon et retournent avec leurs instruments. On continue. Ça, c'est le défilé de la victoire en février, le 17 février à New York. Et ce jour-là, Jimmy Europe, qui est un gars très, très brillant, se dit on va pas défiler avec 50 bonhommes. Il appelle tous ses amis à New York. Parce que moi, quand j'ai trouvé cette photo, je me suis dit, tiens, c'est curieux, ils étaient 50, là j'en compte 100. Et oui, il a appelé tous ses potes pour renforcer l'orchestre. Et là, ils ont défilé à 100 bonhommes dans New York, devant une foule de blancs. Et après, ils sont passés dans Harlem. Et là, à Harlem, ça a été la folie. Avec la police n'a pas pu tenir les rangs. On continue. Ah oui, le commandement américain n'a pas voulu qu'ils défilent. Et ils n'ont défilé que parce qu'un groupe d'intellectuels new-yorkais a envoyé un télégramme au chef de l'armée en lui disant on est prêt à leur payer le billet de train. Alors ça a vexé le commandant, il a dit ok, on va les laisser défiler. On continue. Alors ça, c'est ce fameux défilé, mais publié en France en mars, un mois après. Next. Ah, alors celui-là, c'est Henry Johnson. C'est le premier héros américain de la guerre en 1918. Il est de faction au mois de mai 1918, de nuit, avec son copain Needham Roberts, et ils sont attaqués par une vingtaine d'Allemands. Ils sont blessés tous les deux, salement. Needham Roberts est au sol, il pisse le sang, et Johnson, qui est un petit bonhomme, qui travaille comme porteur à la gare de New York, il a plusieurs balles dans le corps et il sort une machette et il liquide tous les Allemands devant lui et les quelques-uns rescapés s'enfuient. Il devient un héros national. Et là, il est blessé et lors du défilé de février, il est dans une Cadillac parce qu'il ne peut plus marcher. Il a été blessé 21 fois. Ces deux hommes, des héros, finiront tous les deux dans une misère épouvantable, morale et physique. Et voilà, c'est ça. Photographié par le grand James Van Der Zee. Il y a un bouquin magnifique là-dessus. On continue ? Continue. Ça, c'est les remerciements du général Le Gallais pour les deux héros. On continue. Ah, parce que ma conférence, elle est beaucoup donnée dans des cercles musicaux. Donc tout le monde dans les cercles jazz ou musicaux connaît Bill Bojangles Robinson, qui est le plus grand danseur de claquettes qui ait existé. Et il était tambour majeur dans ce régiment lorsqu'ils ont défilé en février. Next. Ça, c'est un autre orchestre qui avait la particularité d'avoir un chef d'orchestre blanc. Il y a un autre était indien. Ce sont les deux seules exceptions. On continue. Alors, là, on est à New York, à Chicago. Les troupes sont revenues et les meilleurs musiciens et les plus entreprenants, comme Jimmy Europe et ceux qui vont suivre, se disent on va capitaliser sur notre renommée. Et ils se mettent à tourner. Ils font des tournées aux États-Unis, dans plusieurs villes. Ça commence en mars, ça continue jusqu'en mai. En mai, l'orchestre retourne à Boston et joue. Pendant l'entracte, Jimmy Europe fait une réprimande à son batteur, Herbert, en lui disant « ça va pas, c'est pas sérieux », etc. Le jeune homme n'est pas très en forme, il n'est pas content, il sort un petit canif de sa poche, il le pique ici, le sang coule, la police arrive, l'ambulance arrive, on emmène Jimmy Europe à l'hôpital, le concert continue et Jimmy Europe meurt le lendemain et la tournée continue, mais ça va vite s'arrêter. Entre-temps, il a eu, quelques jours avant d'être assassiné, ils ont eu le temps d'enregistrer une trentaine de morceaux. Et c'est le seul orchestre noir dont nous avons des traces. On peut en écouter si ça vous intéresse. Ça, c'est l'annonce de sa mort. Ça, c'est le son de ses funérailles, le 13 mai. On continue. Ça, c'est sa tombe. Les héros américains, noirs ou blancs, sont enterrés au cimetière d'Arlington. On continue. Ça, c'est les choses qui jouaient Jimmy Europe et les autres.
Les pionniers vont rentrer plus tard. Ceux-là vont rentrer le 18 juillet. Alors les pionniers, je vous fais un petit mot vite fait, ils ont fait tout le sale boulot, et notamment, après l'armistice, d'exhumer les morts pour les identifier, leur redonner une nouvelle sépulture dans des cimetières qu'ils vont construire de toutes pièces dans 6 cimetières en France. Et ils vont rapatrier un certain nombre de corps, je crois que c'est de l'ordre de 130 000, mais je ne suis pas certain des chiffres. Et il y en a plusieurs milliers qui restent en France. Quand vous allez dans la région de la Meuse et de l'Argonne et tout ça, certains d'entre vous ont certainement vu ces cimetières avec toutes ces croix blanches alignées. Ce sont eux qui ont fait ça. Et ils avaient des orchestres absolument formidables. On continue ? Bon, ça, c'est les enregistrements de Jimmy Europe en mars et mai 1919. On continue. St. Louis Blues, que nous jouerons tout à l'heure à 18h avec Eric Schultz et 35 élèves du conservatoire de Saint-Maur et d'Ivry et d'autres conservatoires. On continue. Ça, c'est les publicités. Alors, les publicités pâtées sont très malines, parce que pendant que le jazz se développait dans l'année 1918 aux États-Unis, grâce aux musiciens de la Nouvelle-Orléans, ils se sont dit, mais pourquoi on ne récupérerait pas le mot jazz ? Et ils ont inventé des pubs comme ça en disant que Jimmy Europe était le roi du jazz, ce qu'il n'était absolument pas et ce qu'il serait probablement jamais devenu. On continue. Alors, un autre grand musicien qui, lui, a eu la malchance de mourir plus tardivement, il n'a pas eu le bonheur d'être assassiné, donc il a vécu... pourquoi j'ai mis 1881 ? Un problème là. Il est mort en 1946. Bon, il faudra revoir ça. Donc lui, c'est un grand chef d'orchestre. Et lui, il a eu la chance d'enregistrer en 1921 une douzaine de morceaux formidables où on voit déjà qu'en l'espace de 2 ans, la musique évolue à une vitesse folle. On commence à improviser. Ça ressemble un peu à du jazz. On continue. Alors lui tourne dans tout le... C'est lui qui était à Londres en 1903. On continue. C'est lui qui se fait embaucher à Coney Island en 1919 et il deviendra jamais un musicien de jazz, mais il deviendra un arrangeur. Il va participer à l'éclosion de ce qu'on appelle les musicals sur Broadway. On continue. Ça, c'est paru en juillet 18. C'est un orchestre très rare dont on voit un petit peu dans le film qui est là-bas. On en voyait un petit bout. On continue. C'est le même orchestre. Alors, c'est l'orchestre de Chicago, commandé par George Dolph, qui compte dans ses rangs des musiciens qui vont devenir membres de plusieurs grands orchestres qui vont faire vraiment le jazz des années 20 à Chicago, à New York, etc. Duke Ellington, Fletcher Henderson, King Oliver, j'en passe, et des meilleurs. Ça, c'est George Elmond Dolph. On continue. Donc, il tourne, lui, jusqu'au printemps 1921. Continue. Ça, c'est pour la beauté du geste. J'ai découvert récemment qu'aux archives de Belfort, un photographe absolument extraordinaire avait photographié tous les officiers du 370e régiment, et ce sont des œuvres d'art, ces photos. On continue. George Elmond Dolph. Alors voilà l'orchestre qui tourne aux États-Unis sous le titre « Jazz et classique ». Vous voyez que ça n'a rien de jazz, hein. C'est vraiment un orchestre symphonique. On continue. Ça, ce sont les musiciens qui deviendront célèbres dans les orchestres jazz. On continue. Ça, c'est les enregistrements de 21 de Tim Bream. On continue. On continue, c'est Tim Bream, mort en 1946. On continue. Ah, ça, c'est les 807e régiment de pionniers, très important, parce que le monsieur qui est debout avec son bâton, là, ici, il s'appelle Will Vodory. Peu de gens le connaissent, mais c'est lui qui a enseigné comment utiliser les chromatismes dans les arrangements à un petit bonhomme, un petit jeune qui s'appelait Duke Ellington. Et dans son orchestre, il y avait tous ces gens, dont beaucoup vont revenir 6 mois après en France, ou quelques années après, avec des vrais orchestres de jazz. On continue, on est presque au bout. On continue.
Alors Sam Wooding, qui est au piano, là, est très important parce que c'est lui qui va venir pour la première fois avec un grand orchestre en 1925 en Allemagne, en Scandinavie et à Moscou. On continue. Celui-là, alors je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'un des plus grands pianistes de stride du XXe siècle. Je l'ai vu, moi, à Paris dans les années 60. Willie the Lion. Alors lui était canonnier. C'est pour ça qu'on l'appelait le Lion. Il commandait un canon de 75 sur le front, malgré qu'il ait été musicien. On continue. Ça, je l'ai mis pour la beauté de la photo. C'est le 367e régiment, avec une petite Alsacienne. On continue. Ça, c'est le retour du 370e. On continue. C'est pas grand intérêt. Alors, il y a un défilé de la Victoire le même jour qu'à New York, mais à Chicago, avec l'orchestre du 370e. Le 369e étant à New York. On continue. Alors, en février 19 à Paris, il y a quelques musiciens militaires américains blancs qui enregistrent sous le nom de Scribe Iron Jazz Band. On a 4 enregistrements de ces messieurs-là. Si vous voulez, on peut en écouter un. Et c'est là que ça commence. Alors là, on a un vrai orchestre de jazz. Alors là, l'une des dernières photos, c'est l'orchestre Next de Louis Mitchell à Paris. Ils vont jouer tous les jours à partir de 1919 et faire beaucoup de disques. On continue. Ça, c'est pour la beauté de la photo. Des musiciens qui sont revenus à Paris très vite. Noble Sissle a continué à jouer jusqu'à sa mort. On continue. Alors celle-là, elle est importante parce que c'est Noble Sissle au centre. Et à droite, le petit joufflu, là, qui joue du baryton, du soprano et de la clarinette, c'est Sidney Bechet, qui jouait aux Champs-Élysées, aux Ambassadeurs, en 1928, et qui sont revenus après en 30, 31, etc. On continue. Alors ça, c'est les fameux cimetières qui ont été construits par les pionniers. Next. Alors, on arrive à l'épilogue. Quand ces militaires, je ne parle plus des musiciens, là, je parle des militaires, rentrent aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent la même situation qu'ils avaient quittée en 1917 et des grandes émeutes raciales arrivent à l'été 1919. On appelle ça en américain le Red Summer, l'été rouge. Il y a des membres en uniforme avec les décorations, et surtout ceux qui ont une décoration se font casser la figure, battre, parfois à mort. Et là, l'élite noire américaine se pose des questions sur ce qui va se passer dans les États-Unis après la guerre. Ça, je laisse le débat ouvert. On continue. On me pose souvent la question dans les conférences sur la ségrégation, etc. Il faut savoir que, voilà, ça c'est un lynchage en mars 1918, c'était en pleine guerre. On continue. Et voici le nombre total des lynchages sur la période 85-1917, 3000. On continue. Celle-là, je l'ai mise parce qu'elle est super belle. C'est une photo des tirailleurs sénégalais qui souvent ont combattu à côté des régiments noirs américains et des régiments marocains qui étaient tous sous commandement soit du général Gouraud, soit du général Mangin. J'ai écouté M. Caspi au cimetière l'autre jour. Il a cité un chiffre que j'ignorais. Les 15 000 Sénégalais tirailleurs qui sont montés au chemin des Dames ont perdu la moitié de leurs troupes en quelques jours. C'est-à-dire que, vous voyez, et cette photo, je ne sais pas qui l'a prise, je ne sais pas d'où elle sort, on m'a envoyé ça, je l'ai trouvé absolument génial. Continue. Bon, alors après, c'est dans le débat. J'ai fini. Avez-vous des questions? Allez-y, monsieur. Alors, le saxophone, Adolphe Sax l'a inventé à Paris en 1840. Ça a commencé à être utilisé par les compositeurs français, je crois,
je parle sous le contrôle de Jean-Michel. Bizet, Saint-Saëns, tout ça ont utilisé, soit seul, soit en section. Et les orchestres américains blancs les ont utilisés, justement, ils sont en train de travailler là-dessus, les ont utilisés dès 1870 aux États-Unis. Tout, soprano, alto, ténor, baryton et saxophone basse. Béchette jouait du saxophone basse. Les orchestres noirs de fanfare se sont constitués plus tardivement, dans les années 1880, puisqu'il fallait attendre la fin de la guerre de sécession pour que la libération des Noirs donne lieu à la naissance d'orchestres qu'on appelle les brass bands. Pas seulement les orchestres militaires, mais des brass bands. Et à la Nouvelle-Orléans, vous avez les saxophones qui arrivent en 1884 à l'exposition universelle de la Nouvelle-Orléans avec l'orchestre du 1er régiment de cavalerie mexicain. Alors, je suis en train de travailler là-dessus, je sortirai un bouquin l'année prochaine là-dessus. Les orchestres mexicains ont une influence considérable en Amérique, notamment pour populariser l'utilisation des saxophones de manière différente de ce que l'utilisait un orchestre fameux comme celui de John Philip Sousa, qui viendra. John Philip Sousa vient à Paris en 1900 et il joue la Marseillaise avec des saxophones, on a les photos, et il est écouté par Debussy, des gens comme ça. Donc le saxophone, contrairement à ce qu'on lit dans beaucoup de bouquins qui traitent de l'histoire du jazz, il est présent très très tôt, très très tôt. Et il devient un instrument fondamental à partir de 1925-1929 à la Nouvelle-Orléans. Et après, ça se diffuse. Et alors après, dans les années 20 et 30, ça devient le deuxième instrument le plus jazz après la trompette. Voilà. Autre question ? Eh bien, les deux qui seront joués tout à l'heure, alors je vais vous les faire écouter là en enregistrement de 1919, et on les jouera à 18h avec les élèves là. Eh bien, ce sont des compositions qui étaient en vogue à l'époque. Alors les siennes, mais aujourd'hui elles sont plus jouées. Mais celles qui sont encore jouées, ce sont celles de William Christopher Handy, qu'on appelle le père du blues, qui lui a publié dès 1914 le St. Louis Blues, le Memphis Blues. Jimmy Europe a aussi enregistré le Hesitating Blues. Je n'ai pas eu le temps de le relever. Déjà 2 morceaux, c'était un super boulot. Mais il y a les morceaux de W.C. Handy. Et puis, il y a des morceaux qu'on continue à jouer aujourd'hui. Alexander's Ragtime Band, comme Bowling the Jack. Attends, j'en pense à un autre. Comment ? Darktown Strutter's Ball, Clarinette Marmelade, qu'on peut écouter si on veut. Donc il y a quand même, ça fait 100 ans qu'on joue des morceaux comme ça, c'est-à-dire que cette musique est complètement historicisée, comme la musique classique. Mademoiselle. Elle demande s'il y avait plus de trombones, c'est ça ? Non. Parce qu'il fallait équilibrer les sections. Quand vous avez un orchestre, de quelque nature soit-il, petit, moyen, grand, il faut que vous équilibriez les sections. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir 20 trompettes et 2 trombones. Il faut avoir 10 trompettes, 8 trombones. Je cite des chiffres approximatifs. Il faut que vous ayez au moins 3 saxophones, mais si vous en avez 6, ça marche très bien. Il faut que vous ayez 2 ou 3 batteurs. Il faut que les voix soient en balance, en équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait un groupe qui supplante l'autre groupe. Hein, vous verrez ça dans tous les orchestres que vous allez entendre cet après-midi, vous aurez ce même problème. Autre question ? Oui ? Bien sûr, oui. Ségrégation.
Vous avez des soldats noirs qui se sont engagés pendant la guerre civile en 1862, qui se sont engagés dans des régiments noirs pendant la guerre civile américaine. Okay, pendant la guerre hispano-américaine dont je vous ai parlé tout à l'heure sur Cuba et Porto Rico, vous avez des régiments noirs, y compris de cavaliers noirs, qui vont se battre sous la direction de Roosevelt. Et donc, avec la ségrégation, qui commence très très fort en 1896 à la Nouvelle-Orléans, et qui va se répandre dans tous les États-Unis, vous avez ce que l'Afrique du Sud mettra en œuvre plus tard, c'est-à-dire la séparation des races d'une manière institutionnalisée. Okay, et même pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Mais oui, puisque la ségrégation, je crois que c'est 63 que ça tombe. Hein. Et aujourd'hui... Oui. C'était, en fait, je connais ça, c'est l'histoire de mon pays, je suis d'origine américaine. Et c'est uniquement après la Deuxième Guerre mondiale, en 1947, que le président Truman a décrété le fait qu'il n'y avait plus de ségrégation dans l'armée américaine. Et comme vous avez vu avec toutes ces histoires, il y a le petit bout de l'iceberg, et après ça, il y a toute l'histoire. Et si cette histoire vous intéresse beaucoup, c'est complètement lié à toutes les luttes qui ont déroulé après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça mène vers les élections présidentielles aux États-Unis de 1948, qui sont fascinants, jusqu'aux luttes, comme Dan vient de citer, pour les droits civiques dans les années 60, qui vont jusqu'au novembre 2017 aux États-Unis avec notre régime quasi-fasciste qui est installé actuellement. C'était Eric Schulz qui va diriger le concert tout à l'heure et qui dirige aussi d'autres orchestres. Autre question ? Oui ? Oui, et il jouait du ragtime, ce qu'on appelle le ragtime instrumental. Justement, la différence, par exemple, le premier orchestre de jazz repéré, c'est Buddy Bolden en 1905 à la Nouvelle-Orléans. Tous les membres de l'orchestre sont illettrés. OK ? Ce sont des quasi-analphabètes. Ils improvisent. Pour la première fois, ils improvisent. On avait improvisé auparavant, hein, Bach, Vivaldi, tout ça pratiquait l'improvisation. Mais là, c'est systématique. Vous avez 6 bonhommes qui improvisent sur une trame donnée. Okay ? Ça prend 15 ans à se développer et ça monte jusqu'à Chicago. Et ça, c'est vraiment l'isotopie du jazz. Okay ? Mais tous ceux dont je vous ai parlé, qui sont venus non pas de la Nouvelle-Orléans, mais de Mobile, du sud des États-Unis, ceux-là étaient de familles de classe moyenne qui ont eu accès à des collèges et qui sont devenus des compositeurs, etc., etc. Vous n'avez aucune comparaison possible, même pas la couleur de peau d'ailleurs, entre Buddy Bolden, le premier homme dans le jazz, et Jimmy Europe. Ça n'a rien à voir, rien à voir. D'un côté, vous avez quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, mais qui invente un truc révolutionnaire. Et de l'autre côté, un gars qui connaît pratiquement toute la musique, mais qui ne développe pas un truc révolutionnaire. Voilà, c'est ça l'ambiguïté du XXe siècle. Et c'est Armstrong qui va faire la synthèse de tout ça, avec d'autres musiciens, bien sûr, hein, qui sont tous nés dans la deuxième vague, c'est-à-dire vers 1900. Tous ceux qui ont créé ces musiques sont nés entre la fin de la guerre de sécession et 1900. Ça, moi, j'appelle ça la première vague. Puis après, à partir de 1900, plus ou moins, hein, ça peut être 98, 1902, etc., vous avez tous ces gens
qu'on a vu à Paris d'ailleurs dans les années 60, 70, etc., qui, eux, vont développer le jazz. Oui ? Ah, bonne question, c'est lié à ce que disait madame. Alors, le ragtime, c'est la suite du cakewalk. Le cakewalk, c'est une danse dans laquelle les esclaves noirs des plantations se moquent des maîtres blancs d'une manière très ironique. Et le ragtime se développe autour de 1895-1897 avec des compositeurs fantastiques que vous pouvez trouver sur YouTube maintenant. Alors, le plus connu, c'est Scott Joplin, mais il y en a plein d'autres. Alors, moi, j'ai une collection de partitions de tout ça ahurissante. Au début, c'est une musique pour piano qui est issue de la tradition européenne, allemande. Ils utilisent des formes... Alors, je ne suis pas un spécialiste là-dessus, hein. Ils utilisent des formes proches de la sonate. En général, chaque composition de ragtime est structurée en 3 thèmes. Il y a un premier thème, un deuxième thème, souvent avec un changement de clé, et puis il y a un 3e thème qui, lui, est très proche de ce qui va devenir le jazz plus tard. Et au début, donc, c'est une musique pour piano. Alors, c'est très syncopé, mais syncopé en 2/4 et d'une manière très raide, hein. Pata pata pam, pata pata pam, pata pata pam, pata pata pa, pa 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 pa, pom 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 pom, tam 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 pada pada pam, ta da 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 da. Je le jazz moi. Je peux pas m'empêcher de le jazzer. Je peux pas. Mais c'est ça. Alors petit à petit, les musiciens se disent ah, on va faire ça en orchestre. Donc le trompettiste va jouer ce que je viens de jouer. Le trombone, il va regarder la partie de basse de piano. La partie de basse, c'est tom, 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 tom. Je fais n'importe quoi. Ben, il dit, je vais la simplifier. Je vais faire bom, bom, pom, 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 pom. Et vous retrouvez ça dans la musique de Jim Europe. Que, malheureusement, ils n'ont pas eu l'intelligence pâtée d'enregistrer la Marseillaise en 1919. Parce que ça aurait été génial. On ne l'a pas. Mais il devait le jouer, au lieu de jouer ta 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 ta, il devait jouer, je sais pas, il devait faire pom 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 robom bom 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 bom. Vous voyez, c'est pour ça que les gens ils étaient hallucinés. Alors un truc important là-dessus, c'est que tout le monde va vous dire. C'est là que le jazz, les Français se sont appropriés, mais pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont joué à Paris, ce régiment-là, que 6 semaines. Et ils ont été écoutés par qui ? Pas par mon grand-père, pas par les ouvriers. Ils n'ont pas joué à Ivry, ils n'ont pas joué à Saint-Maur. Ils ont joué aux Tuileries pour la classe haute de la société française. Et à l'époque, ils n'ont même pas été repérés par les intellectuels français qui étaient soit trop jeunes, soit encore au front, comme Louis Aragon était ambulancier au front, Michel Léris avait 17 ans. Et ce n'est qu'à partir de 21 que vous avez, et jusqu'en 23, 25, tout ça, que vous avez les intellectuels et les écrivains français qui s'aperçoivent qu'il y a un art nouveau qui vient de naître et qu'ils vont appeler le jazz, parce que ces gars-là sont tous les soirs dans les boîtes de Montmartre. Hein, et ils écoutent qui ? Les musiciens qui étaient dans le 807e régiment avec Will Vodory. Donc le ragtime se développe entre 1997 et 1917. Il est encore joué aujourd'hui par des tas de jeunes pianistes. Hein. En orchestre, c'est plus difficile parce qu'il faut réunir une vingtaine de musiciens et c'est très exigeant musicalement. C'est comme de la musique classique, quoi, exactement. Mais les orchestres de jazz, notamment en Nouvelle-Orléans, continuent à le jouer. Mais ils sont très peu nombreux. Enfin, les bons orchestres qui jouent cette musique-là en France, il y en a 3 ou 4, quoi, c'est tout. Donc c'est ça le ragtime. Et alors, il passe du piano à l'instrumental et il se mélange avec toutes ces influences dont on a parlé tout cet après-midi. Et tout ça mélangé avec toutes les influences de la marche. Puis alors après, ça nous emmène dans un autre débat. Je suis en train de finir un bouquin sur les musiciens cubains qui ont joué à Paris entre 25 et 55.
La habanera, pom, padam, pom, pom, padam, pom, pom, que vous entendrez dans le St. Louis Blues, elle vient de Cuba. Donc tout ça se mélange dans le grand pot-au-feu. On touille, et puis 20 ans après, ça donne du jazz. Monsieur ? Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu vraiment les intellectuels n'ont réalisé qu'à partir de 21, mais est-ce que dans les échanges entre les musiques militaires, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre on va dire les musiques des armées françaises ou anglaises et les jazz bands américains? Je n'ai trouvé aucune trace. Aucune trace. Et même, je pense que j'ai des enregistrements du 158e régiment américain blanc qui joue de la musique militaire. Et puis, un truc un peu semblable à Jimmy Europe, c'est cousin, mais il n'y a pas le peps qu'il y a chez Jimmy Europe. On sent qu'ils ont écouté Jimmy Europe, on sent qu'ils connaissent les orchestres américains noirs, mais c'est pas chatoyant, quoi. Il n'y a pas cet élan. Mais alors sur les troupes françaises, je n'ai aucun renseignement. Peut-être quelqu'un dans la salle, et je n'ai jamais lu aucun bouquin sur ce sujet. En tout cas, moi, ma religion est faite. Ce n'est pas le concert d'Aix-les-Bains qui a lancé le jazz en France en février 1918. C'est Hugues Panassier, le plus grand critique de jazz français, a eu la révélation du jazz en 1929, lorsqu'il a entendu Tommy Lanier jouer aux Champs-Élysées. Là, il est tombé à la renverse. Là, il a entendu ce que c'était que la différence entre de la musique de ragtime sautillante et le swing noir. Là, il se passe quelque chose de très, 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 très différent. C'est une rupture fondamentale. C'est bon? On passe aux écoutes. Oh, il y a encore une question? J'entends pas. Pendant la guerre? Oh, bah, ils ont partagé exactement la même chose que les poilus français et les soldats blancs américains. Là-dessus, ils étaient tous traités de la même manière. C'est-à-dire que la boue, les poux et la vermine étaient pour tout le monde. Là, il n'y avait pas de ségrégation. Sur la bouffe, je sais que les Américains ont construit une base incroyable, un frigo. Ils ont construit un frigo, comme aujourd'hui on construit des entrepôts pour stocker les données d'Amazon, des GAFA, etc. en Finlande. Ils ont construit des frigos monstrueux à Gièvre, au bord de la Loire. Ils ont construit une ligne de chemin de fer pour passer de Saint-Nazaire à Gièvre et à Chaumont pour que les Américains mangent américain. Parce que la ration française, ça ne leur plaisait pas trop. Par contre, les tirailleurs sénégalais et les soldats noirs américains ont eu droit au champagne. C'était le truc pour les faire monter au front. On leur filait un coup de champagne ou un coup d'eau de vie pour les encourager à aller au casse-pipe. Le quotidien en tant que musicien, il valait mieux être musicien que soldat. Alors là, c'est clair, parce que le musicien ne combattait pas. Peut-être qu'ils ont porté les armes une ou deux fois pour un coup de torchon, mais en général, et moi je connais même un musicien qui s'appelait Jim Robinson, qui était de la Nouvelle-Orléans, qui était en France et qui a dit moi je veux bien apprendre le trombone, parce que comme ça j'irai plus au front. Et ils étaient très nombreux comme ça. Beaucoup ont compris la combine. Et ils avaient bien raison, j'aurais fait exactement pareil. Ah non, le but c'était de remonter le moral des troupes. Ah oui. C'est le même mot en anglais, moral avec un E. Il remontait le moral des troupes. Et ça va même très loin, le général Pershing s'est dit, j'ai pas assez d'orchestre, je fonde une école à Chaumont, je nomme Robert Casatsu, qui est l'ancêtre de la famille Casatsu et des musiciens de jazz, etc. Et
Ah non, c'est parce qu'il c'est pour me prouver qu'il ne s'est pas endormi. Il y a aussi André Caplet, qui est l'ex-chef d'orchestre de l'Opéra de Paris. Et le troisième dirigeant de cette école, c'est M. Stossel, qui était directeur du Symphonique de Saint-Louis, je crois. Ces trois hommes font passer un examen à des volontaires. Il y a 140 chefs d'orchestre postulants qui arrivent, passent l'examen, et un seul est reçu avec 100% de notes, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, Will Vaudry, qui deviendra le mentor de Duke Ellington. Alors se pose un problème, pas pour les Français, mais pour les Américains. Il est nommé directeur de la classe de conservatoire des chefs d'orchestre américains qui sont tous blancs. Ils sont tous blancs. Alors il écrit dans une lettre que j'ai mis dans mon petit opuscule, il écrit « Oh, ça a pris quelques semaines, mais je les ai eus à ma main. Au bout d'un moment, je les ai eus à ma main. » Parce qu'il y a un moment donné où, musicalement, le gars s'impose. Voilà. Jean Roudon, le directeur, nous dit que j'ai dépassé la limite, mais ce n'est pas de ma faute. Veuillez m'excuser. Rendez-vous avec le Big Band qui va arriver. Et si vous êtes intéressé par cette histoire assez formidable, j'ai commis une petite plaquette là, dont j'ai quelques exemplaires que je peux vous dédicacer à la sortie de la salle. C'est la seule étude au monde sur cette question-là, d'un point de vue global, et qui révèle les vrais noms des vrais musiciens. Merci à tous et à tout à l'heure.